Donc merci, un grand merci à nos intervenants qui sont là et aussi merci à notre interprète Dominique qui va assurer l'interprétation en direct anglais-français, français-anglais. Je vais juste répéter ça rapidement en anglais. So if you need to follow this session in English, please don't hesitate to click on the globe that's at the bottom of your screen and click on English if you need to follow the session in English. Donc, je profite aussi pour faire un gentil rappel à nos intervenants de ne pas parler trop vite pour nos interprètes pour qu'elles puissent continuer à traduire vers l'anglais. Donc, je m'appelle Eva Radek, je suis chargée des programmes à Climate Chance. Donc, Climate Chance, c'est une association internationale fondée en 2015, juste en amont de la COP 21, pardon. C'est une asso qui cherche donc à accompagner les acteurs non étatiques dans leur stratégie de lutte contre le changement climatique. Donc, on base nos activités sur plusieurs outils et des activités qu'on mène le long de l'année. Donc, on a 3 grands piliers, on dit. Le premier qu'on peut noter, c'est informer. Donc, on informe à travers notre portail de l'action qui est en ligne. Tout ce qu'on produit sur notre site internet, c'est en anglais et en français. Donc, on a la cartographie de l'action, la bibliothèque du climat et aussi l'agenda du climat. Le deuxième pilier qu'on peut noter, c'est mobiliser. Donc, on fait cela à travers les coalitions thématiques, les coalitions africaines et internationales, qui sont invitées à se réunir chaque année lors de nos sommets. Donc, cette année, on était censé organiser notre sommet à Kigali, mais cela a dû être annulé cette année à cause de la pandémie Covid-19. Donc, on a dû justement repenser un peu le format cette année et rebasculer sur des ateliers virtuels. C'est ce qu'on a fait de juillet à octobre. Donc, le troisième pilier qu'on peut noter, c'est analyser. Et c'est exactement ce qui va être mis en avant cette semaine avec notre observatoire de l'action climat. Donc, cette semaine, on publie justement le bilan annuel de l'action climat 2020 qui analyse et synthétise les actions des entreprises, des collectivités et de la société civile dans les 6 secteurs d'émissions. Donc, c'est aussi un travail qui est produit à la fois en anglais et en français. Et nous avons également d'autres bilans thématiques, adaptation, territoire, et des cas d'études qui sont disponibles sur notre site internet et qui sont publiés à fil de l'eau. Voilà. Donc, cette session fait partie d'un cycle de restitution de ce bilan avec le fil rouge suivant. Le Covid-19 a-t-il grippé ou accéléré les stratégies climat? Donc, n'hésitez pas à consulter notre site internet, on va le mettre dans le chat tout de suite. Et voilà, donc un bon débat pour vous. Cette fois, c'est dédié au secteur de l'énergie. Donc voilà. Bonjour à tous. Avant de commencer la conversation avec nos intervenants, je m'appelle Amaury Parel, pardon, avant tout. Je coordonne les activités de l'Observatoire. Merci à Eva de nous avoir introduits aujourd'hui. Alors avant de commencer cette conversation, je vais brièvement vous exposer un peu les grands enseignements du bilan 2020 dans le secteur de l'énergie et plus précisément dans le secteur de la production d'électricité. Alors, si nous devions répondre à la problématique centrale de cette semaine qui est est-ce que la crise a grippé ou accéléré la stratégie climat des acteurs? D'entrée de jeu, nous pourrions affirmer que la crise sanitaire renforce déjà des tendances bien en place en 2019. Alors là, le PowerPoint s'affiche, super. Alors tout d'abord, un point sur le contexte mondial. Les émissions de la production d'électricité avaient baissé de 1,3% en 2019, après une hausse en 2018 de 2,5% à l'échelle mondiale. On a vu des fortes baisses, notamment en Europe, de 14% pour la 7e année consécutive, mais également en Inde ou aux États-Unis, où elles augmentaient auparavant. Et en Asie, la croissance est plus modérée. Alors, cette baisse en 2019 est d'abord due à une croissance modérée de l'économie et de la demande d'électricité. Et puis, en second lieu, un recul historique du charbon de 3% dans le mix international. Ce recul du charbon a permis de réduire grandement l'intensité carbone de l'électricité un peu partout dans le monde, mais à un rythme encore trop éloigné d'une trajectoire de degrés selon l'AIE. Donc, ces baisses, vous pouvez les observer sur le graphe à droite de la slide. Alors, tandis que les renouvelables en 2019, elles, montrent toujours le plus fort taux de croissance parmi les sources de production d'électricité.
avec une hausse de 6% en 2019. Et elle représentait alors 27% du mix électrique global, en incluant l'hydroélectricité, bien sûr. Alors, du côté des impacts de la crise en 2020 et les impacts du Covid-19, on peut observer que la baisse de la consommation d'électricité a principalement été absorbée par le charbon. Les centrales ont en quelque sorte joué un peu cette fonction de variable d'ajustement, ainsi que le gaz dans une moindre mesure. Et au total, la demande devrait baisser de respectivement pour ces deux sources de 7,6% et de 3,3% en 2020. Tandis que elles, les renouvelables, ont bénéficié d'un accès prioritaire au réseau un peu partout et de coûts d'exploitation plus faibles. C'est ainsi que lors du premier confinement en Europe, par exemple, la production d'électricité renouvelable a atteint le taux de 40% et a dépassé pour la première fois l'électricité produite à partir d'énergie fossile qui était de 34%. Voilà, mais notons également les impacts aussi foncièrement négatifs, puisque la crise a impacté très fortement des entreprises d'équipements hors réseau, off-grid, notamment dans les pays en développement. Et combiné à la baisse des revenus, l'accès à l'électricité dans le monde pourrait reculer cette année pour la première fois depuis pas mal d'années, et notamment sur le continent africain. Euh, alors, du côté de la réponse, les plans de relance, eux, envoient des signaux contradictoires d'un pays à l'autre. Mais des sommes importantes devraient encore bénéficier à la production d'électricité fossile. Ces sommes sont estimées à 13 milliards de dollars pour le moment. Et ces plans interviennent alors qu'on observait des signaux positifs concernant les subventions et les investissements publics, avec enfin une baisse des subventions aux énergies fossiles en 2019, après une hausse continue depuis quelques années, et puis une hausse relativement modérée pour les renouvelables et toujours largement dominée par le solaire et l'éolien. Alors, si on s'intéresse aux acteurs plus précisément, dans le secteur privé, on observe une restructuration accélérée du secteur privé. Alors, on a d'une part les compagnies du pétrole et gaz qui subissent des dévaluations massives de leurs actifs en 2019. Ces dévaluations s'accélèrent en 2020. Elles s'accompagnent d'ailleurs de plans sociaux de grande ampleur pour certaines d'entre elles. Alors, ces dévaluations, elles sont accrues aussi par la baisse du prix du pétrole qui fragilise la rentabilité des projets d'extraction. Par une pression croissante aussi des investisseurs. Et puis finalement, un marché aussi de l'électricité plus stable avec des prix régulés et finalement plus attractifs. C'est pour cela qu'on peut observer, par exemple, certains producteurs de renouvelables comme NextEra en Floride dépasser la valeur en bourse d'Exxon, par exemple. Alors, ces facteurs poussent également les entreprises du pétrole et gaz à se réorienter progressivement vers les renouvelables, avec de plus en plus de transactions observées dans ce secteur de leur part. Des investissements qui devraient progresser par ailleurs fortement à partir de 2020, comme vous pouvez le voir sur le graphe à droite du centre de recherche Rystad. Et en particulier des européennes, de Shell, de BP ou de Total, qui subissent davantage de pression des pouvoirs publics, encore une fois des financeurs, et également de la société civile. Rappelons toutefois que les technologies bas carbone ne représentent toujours qu'1% des investissements de ces entreprises du pétrole et gaz. Alors du côté des électriciens, c'est la slide suivante. Les électriciens, eux, ont fermé au premier semestre 2020 plus de centrales à charbon qu'elles n'en ont fermé. Les fermetures ont été nombreuses, notamment aux États-Unis, où 13 fermetures ont été observées depuis le début de l'année. Au Portugal, en Espagne, Energias de Portugal a procédé à plusieurs fermetures également. Et ces fermetures n'ont pas été compensées par les ouvertures en Inde ou en Chine. Ces fermetures touchent dans une moindre mesure le gaz, puisque par exemple General Electric a décommissionné une centrale à gaz 20 ans avant la date prévue. Alors, est-ce que ces mouvements précipités également par cette crise en 2020 suffiront à atteindre les objectifs de l'accord de Paris? Non, selon une grande étude comparative du World Benchmarking Alliance, ce qui a été mené auprès de 50 électriciens, ces derniers peineraient encore à traduire quantitativement leur stratégie de décarbonation et les scénarios de risque climatique dans leur plan de financement, puisque finalement, seulement 4 d'entre elles seraient alignées sur l'accord de Paris, donc vous avez les noms sur la slide, et 35 d'entre eux ont fait des choix d'investissement les menant à dépasser leur budget carbone d'ici 2033. Pour finir, du côté du secteur privé, de tout secteur confondu, on observe un essor assez important des achats directs d'énergie, comme vous pouvez le voir sur la slide à droite, sur le schéma.
ces achats directs ou ces ventes directes, si on se positionne du côté du producteur, permettent de sécuriser les prix sur la durée, de réduire les risques aussi liés au prix du marché et permettent également de financer de nouvelles capacités de production, surtout en l'absence de soutien public dans certains pays. Alors au total, c'est 20 gigawatts d'achats directs qui ont été signés en 2019. Cela représente un dixième tout de même des capacités de renouvelables installées cette même année. Et ils ont été signés par une centaine d'entreprises de tous secteurs confondus. Donc on peut également souligner que ce ne sont plus seulement les gros consommateurs que sont les entreprises du numérique, autrement dit les GAFAM, qui sont les seuls signataires de ce genre de contrat, de gré à gré. Voilà, et si on s'intéresse maintenant pour finir aux acteurs locaux, donc la troisième slide, enfin quatrième, voilà, merci. On peut observer on observe toujours que les villes et les régions, donc les collectivités développent de multiples moyens pour atteindre les 100% d'énergie renouvelable dans leur consommation propre, mais également dans celle des acteurs de leur territoire. Cet objectif de 100% renouvelable a été atteint par 58 villes et régions à l'heure actuelle. Une tendance forte également pour ces acteurs, tout comme le secteur privé, c'est l'utilisation d'achats directs, donc en anglais de PPA, auprès des producteurs de renouvelables. Alors, des villes lancent des appels d'offres pour couvrir la consommation de leurs propres bâtiments, des bâtiments publics, comme c'est le cas à Chicago, à Canberra, en Australie. D'autres facilitent la signature de groupements d'achat avec plusieurs acteurs de leur territoire, universités comme entreprises, comme à Melbourne. Et enfin, ces achats leur permettent de soutenir directement de nouvelles capacités de production sans nécessairement devoir tout produire sur leur territoire. Alors, avec les certificats d'énergie verte ou les garanties d'origine, ces outils contractuels semblent être désormais privilégiés par les collectivités par rapport à la remunicipalisation de la production et de la fourniture d'électricité. Ce choix de cette remunicipalisation a été plutôt fort ces dernières années pourtant, principalement en Allemagne ou en Espagne, mais il semble s'essouffler dernièrement, voire s'inverser, puisque par exemple aux Pays-Bas, une entreprise qui appartenait à 44 municipalités néerlandaises ont été vendues au consortium japonais Mitsubishi et Chubu très récemment. Également, des récents cas d'études et études montrent que les collectivités tendent plus volontiers aussi à fournir le développement de coopératives, oui, voilà, à soutenir le développement de coopératives ou l'autoconsommation des acteurs de leur territoire, favorisé en Europe notamment par la notion de communauté d'énergie ou communauté énergétique reconnue en 2018 par l'Union européenne. Ces coopératives se développent rapidement donc, sur le continent, puisqu'elles sont 3500 aujourd'hui en Europe, même si leur production reste marginale. Du côté de l'autoconsommation, elle progresse de plus en plus rapidement grâce aux mesures réglementaires et aux incitations nationales comme locales. Alors, le rythme des installations d'équipements solaires dans le résidentiel ne semble pas affecté par la crise du Covid-19 et ni par la baisse des investissements ou de la consommation, mais notamment dans les pays à haut revenu, puisqu'au contraire, il progresse même plus rapidement en Allemagne ou en Australie au premier semestre 2020, contrairement encore une fois au hors réseau dans les pays en développement. Voilà, et enfin, parmi les autres leviers, les modes d'action des acteurs locaux, on peut mentionner le mouvement des investissements dans les énergies fossiles, dans lequel de nombreux fonds de retraite de villes se sont engagés, notamment Copenhague ou Dunedin. Et plusieurs collectivités mènent également des actions devant la justice, comme en Inde, où l'État de Jharkhand a saisi la Cour suprême indienne contre de nouveaux gisements de charbon prévus par l'État, en alléguant les dommages irréparables faits au climat. Et enfin, les citoyens ne sont pas en reste avec des mobilisations de la société civile qui continuent en Allemagne, estimant que le rythme de la sortie du charbon n'est pas suffisant. Et un nombre croissant d'associations de riverains se mobilisent contre les parcs éoliens. La mobilisation parfois est si forte qu'elle a poussé par exemple la Norvège à déclencher un moratoire en 2019 et à mener un gouvernement à une refonte réglementaire des installations. Voilà. Alors pour approfondir ces discussions, ces différents aspects évoqués, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Mathieu Ozano, directeur du Shift Project et auteur également de nombreux ouvrages sur les fossiles et notamment Or Noir, la grande histoire du pétrole. Bonjour. On accueille également je vois qu'il a pu nous rejoindre entre-temps. Nous accueillons également Frédéric Boyer d'Energy Cities, responsable du bureau de la Convention des maires, Jean-Yves Grandidier, président fondateur de Valorem, et Alain Mestre, analyste économique à Syndex et expert membre du groupe d'appui à la Convention citoyenne pour le climat. Je pense qu'on peut enlever le PowerPoint. Alors, j'ai une première série de questions qui va porter sur l'impact de la pandémie sur les différents secteurs.
sur les différents acteurs également. Et dans un second temps, nous pourrons approfondir un peu les discussions sur les stratégies des acteurs évoqués et bénéficier de votre expertise un peu plus précise sur les différents enjeux exposés. Alors, je vais me tourner en premier lieu vers Mathieu Ozano. Est-ce que vous pensez que cette crise et ses impacts sur le secteur de l'énergie a affecté durablement les capacités d'investissement des entreprises dans le pétrole et le gaz? Et est-ce qu'elle a pu avancer en quelque sorte ce fameux pic de l'offre du pétrole et du gaz, ou en tout cas certains facteurs structurels de ce pic? Ouais. Euh, bon, c'est une crise. Merci de m'accueillir. Désolé un petit peu pour le retard. Euh, c'est une crise absolument sans précédent pour le secteur de l'énergie et très, 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 très forts aléas pour le oil and gas, pour l'industrie de la production de pétrole et de gaz. Il y a une hibernation, en fait, une entrée en hibernation de très, très large part des investissements. Alors, dans un contexte où il y avait d'ores et déjà des questions lourdes sur la capacité de l'industrie pétrolière, en particulier, à développer et ne serait-ce que maintenir sa production dans les années qui viennent. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, dans le rapport qu'elle vient de sortir, qui tient compte de cette entrée en hibernation des investissements dans le oil and gas du fait de la crise de la Covid. L'AIE prévient, attention, il n'est pas du tout invraisemblable que ce défaut d'investissement sur le développement de la production ait un impact tellement important qu'elle pourrait induire des problèmes de sécurité énergétique au cours des prochaines années. Alors, on avait déjà un contexte à nouveau, on avait déjà une ambiance un petit peu comme ça avant la crise de la Covid. On ne savait pas trop, on constatait que les découvertes pétrolières conventionnelles étaient très très faibles, très très faibles. Historiquement, elles n'ont jamais été aussi basses. On n'a jamais aussi peu trouvé de pétrole conventionnel au cours des dernières années. Et qu'on avait un boom, en contrepartie, un boom du pétrole de schiste, où il y a pas mal de questions aux États-Unis sur la pérennité de ce boom compte tenu du niveau d'endettement très très élevé de la plupart des opérateurs dans le secteur. Donc là, on a, pour vous répondre simplement, on a un contexte de haute incertitude sur la capacité de l'industrie pétrolière à maintenir sa production. Et l'AIE conclut en disant, dans son dernier rapport, en disant il est possible, là où on glose beaucoup sur un pic de la demande qui pour l'instant n'est pas advenu, c'est-à-dire qu'on a un trou d'air dans la consommation pétrolière, mais qui est dû à la récession actuelle, mais qui n'est pas c'est vraiment un trou d'air, c'est pas une décélération systématique, c'est pas une sortie du pétrole, c'est une crise. C'est pas une évolution systémique vers une décarbonation, en tout cas loin s'en faut. Et donc l'AIE dit il n'est pas impossible que les pétroliers perdent leur appétit pour les investissements dans le pétrole avant que la société ait commencé à réellement s'organiser pour s'en passer. Donc quelque part, pour moi, on a une espèce de voiture balai de la course climatique qui est, cette voiture balai, c'est la pérennité des investissements pétroliers, c'est-à-dire la capacité des pétroliers à continuer à fournir le pétrole dont on a besoin toujours encore aujourd'hui l'économie. Donc on est vraiment pour moi on avait une zone d'incertitude à ce niveau-là avant la crise de la Covid et l'arrêt d'un très très grand nombre d'investissements pétroliers aggrave considérablement ce risque qui était déjà identifié, qui a trait à la problématique du pic pétrolier, c'est-à-dire à la problématique de la capacité à terme de l'industrie, compte tenu des limites géologiques des ressources pétrolières, à maintenir sa production. D'accord. Pour moi, on a une seconde raison extrêmement pressante pour le Shift Project, à nos yeux, on a une seconde raison extrêmement pressante de nous organiser, non pas seulement pour le climat, mais pour la sécurité des approvisionnements, pour pallier le problème de sécurité d'approvisionnement futur. Ouais, donc on voit que cette crise a vraiment impacté des facteurs assez structurels en fait de l'investissement de ces compagnies. Et finalement, en fait, même les plans de relance alloués ou la rebond de la demande ne pourraient pas annuler ces impacts, ou en tout cas cette crise que subit le secteur en tout cas. Je vais me tourner maintenant pour approfondir un petit peu sur la partie électricité avec Jean-Yves Grandidier.
On avait vu que la baisse d'électricité donc, a été principalement absorbée par le charbon et les renouvelables, le charbon et le gaz, pardon, et que les renouvelables ont bénéficié d'un accès prioritaire au réseau et de coûts d'exploitation plus faibles. J'aimerais revenir avec vous sur ces deux derniers facteurs. Est-ce que cette crise finalement montre-t-elle la faisabilité d'un mix électrique bien plus renouvelable et finalement est-ce qu'on n'exagère pas-t-on, en tout cas à ce stade, les défis liés à leur introduction dans le mix ou notamment l'intermittence? Oui, bonjour, bonjour à tous et merci pour votre invitation. En fait, la baisse de la production d'électricité au charbon pendant la période de Covid, et vous l'avez très bien montré, en fait, elle s'est amorcée déjà à partir de l'année 2018 et encore plus fortement de l'année 2019 et en particulier en Europe. Et en fait, cette baisse de la production d'électricité au charbon est due à des conditions de marché qui ont beaucoup changé entre ce qui se passait dans le milieu des années 2010, 2014, 2015, 2016, où à un moment donné, à ce moment-là, la production d'électricité au charbon avait même un petit peu augmenté en Allemagne et qu'on avait à l'époque dit que effectivement les énergies renouvelables ne permettaient pas une réduction de cette production au charbon et injustement, je dirais, on dit c'est ça injustement. Et effectivement, et les conditions que l'on a aujourd'hui, et ce, à partir de 2018. Et donc, les deux phénomènes qui font que ces conditions ont changé, c'est d'une part le fait que le prix du carbone, du CO2 au marché de Luxembourg, qui était autour de 5 euros la tonne de CO2 dans les années 2015, est remonté à autour de 25 euros. Tout ça parce que effectivement, les quotas attribués trop largement aux industriels, les quotas d'émissions faisaient qu'il y avait une pléthore de crédits carbone et que la Commission européenne a commencé à retirer du marché un certain nombre de crédits, ce qui fait qu'il y a eu un rééquilibrage et une augmentation du crédit carbone. Donc, le signal prix quand même du carbone est extrêmement important pour justement pouvoir s'orienter vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième phénomène, c'était le fait que c'était toujours un problème de marché, c'est que c'est le moment de l'explosion du gaz de schiste et du pétrole de schiste aux États-Unis, mais du gaz de schiste qui finalement, comme il n'y avait pas les infrastructures pour pouvoir exporter ce gaz des États-Unis à l'époque, a remplacé dans les centrales thermiques américaines le charbon. Or, les Américains sont le plus gros producteur au monde avec la Chine de charbon. Et donc, ce charbon, qui lui est aisément transportable, puisque c'est un combustible solide dans des bateaux, et a été en fait acheté et a été consommé par les grandes installations de production d'électricité qui équipent un certain nombre de pays européens depuis 100 ans, qui font la base de leur production d'électricité. Donc, c'est parce qu'effectivement, on avait du charbon pas cher que il y a une production d'électricité au charbon et que, alors qu'à ce moment-là, un certain nombre de centrales à cycle combiné gaz qui émettent 2 fois moins de gaz à effet de serre ont été fermées, ont été mises ce qu'on appelle sous concours. Et là, aujourd'hui, le prix du gaz a baissé et donc avec cette augmentation du prix du carbone de 5 à 25 euros la tonne, ce qui fait que pour un mégawattheure, c'est 25 euros par mégawattheure à peu près. Voilà. Et que le cycle combiné gaz, lui, a un coût, a une émission beaucoup plus faible. Eh bien, aujourd'hui, le gaz a été pris en premier dans ce qu'on appelle l'ordre de mérite. C'est vraiment un mécanisme de marché du marché de l'électricité. Et c'est aujourd'hui, effectivement, les centrales à gaz qui tournent en Europe avant les centrales à charbon. Les centrales à charbon sont là pour assurer la pointe. Et donc, comme effectivement, il y a moins de pointes puisque la consommation s'est réduite, eh bien, effectivement, celles qui sont, les centrales qui sont appelées marginalement, les premières centrales qui sont appelées, c'est les renouvelables, c'est ensuite le nucléaire parce qu'elles ont des coûts marginaux de production extrêmement bas. Et donc, dans l'ordre de mérite, elles sont appelées les premières. C'est un peu technique, mais c'est comme ça que fonctionne le marché de l'électricité. Et effectivement, c'est les centrales à gaz ensuite qui, pendant cette période de baisse des consommations, ont fait la plupart du temps le dernier kilowattheure appelé marginalement pour pouvoir boucler l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
Voilà. Donc, effectivement, je pense que on peut aller vers un mix plus renouvelable. Et en fait, le problème de l'intermittence n'est pas. Si on regarde en particulier dans nos pays européens la complémentarité de l'éolien et du solaire, ça règle une grosse partie de l'intermittence. Il faudra des centrales d'appoint, mais elles ne fonctionneront pas très longtemps dans l'année. Elles fonctionneront à un coût élevé, mais pas très longtemps dans l'année, ce qui fait que globalement, on pourra bénéficier d'une énergie électrique bon marché et très décarbonée, dans la mesure où ces centrales fonctionneront quelques centaines d'heures dans l'année, ces centrales émettrices de gaz à effet de serre, qui pourraient d'ailleurs qui pourraient utiliser des combustibles verts à partir de la transformation par l'électricité d'un certain nombre par exemple, de l'hydrogène ou autres permettrait d'avoir des combustibles verts de synthèse dans quelques années. D'accord, merci. Ouais, vous soulignez aussi les facteurs liés plutôt aussi au marché sur cette faisabilité d'un mix électrique plus renouvelable. Et du coup, alors, je me tourne du côté de Frédéric Boyer pour parler un peu plus aussi du point de vue des usagers de cette électricité, mais également des acteurs de la production, plus en plus, comme on l'a vu dans le bilan 2020 et comme on l'observe depuis 2 ans. Ma question est, est-ce que cette crise a fragilisé la capacité des villes tout d'abord à investir financièrement en fait, dans ces renouvelables, et puis à s'investir aussi tout en accompagnant des acteurs locaux comme les coopératives, par exemple? Et si oui, à quel niveau? Au niveau des financements ou des priorités politiques, etc. Merci Amaury, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à participer à cet échange. Juste pour rappeler aux différents participants, je travaille pour un réseau européen, donc plus focalisé sur des politiques européennes et en particulier en accompagnant le mouvement de la Convention des maires qui lui s'est étendu au monde entier. J'ai pu voir qu'on avait pas mal de participants du continent africain et il y a d'ailleurs une initiative en place là-bas pour soutenir l'action des villes dans leur transition énergétique et climatique. Donc, sur le problème de la capacité des villes à investir sur la production d'énergie renouvelable, ce ne sont en effet pas que des consommateurs, comme tu le rappelais, Amaury, mais de plus en plus des producteurs, et c'est très vrai dans un contexte européen où des nouvelles législations ont permis aux pouvoirs locaux de soutenir des dynamiques. Tu as mentionné, Amaury, plutôt les problèmes ou les difficultés qu'avaient certaines collectivités à se lancer dans une remunicipalisation du secteur énergétique et électrique, avec des pays très en pointe sur ces questions-là, comme l'Allemagne, et que l'on essaie, nous, en tant que réseau, de diffuser dans d'autres pays. Mais avec la nouvelle législation européenne, il y a en effet la possibilité d'impliquer dans des systèmes hybrides des citoyens, que ce soit sur la production, mais également sur des politiques d'économie d'énergie, d'échange de citoyen à citoyen, de producteur à consommateur directement. Donc ces nouvelles législations qui doucement sont en train de se mettre en place dans les États membres vont progressivement être reprises comme opportunités politiques et de projets concrets par les collectivités. On voit naître, ci et là, des cas pilotes qu'on souhaite essayer de diffuser. Donc, la crise, bien évidemment, elle impacte la capacité des collectivités. On a pu voir sur d'autres secteurs comme la mobilité qu'elle a entraîné des changements, notamment sur la mobilité en forçant, en enlevant de la place aux véhicules particuliers, aux voitures, pour mettre plus de place pour les cyclistes, etc. Donc ça, c'était des choses qui n'étaient pas très coûteuses et faciles à mettre en place pour lutter contre la pandémie. Quand on parle de production énergétique, c'est un peu plus compliqué parce que c'est beaucoup d'investissements qui déjà pouvaient manquer auparavant et des capacités également que les collectivités ont dû mettre sur d'autres choses, hein, comme la gestion de la crise sanitaire. Je pense qu'il est bon de rappeler, en particulier dans le contexte européen, c'est qu'il y avait avant la crise une véritable volonté de l'Union européenne de l'Europe devenir le premier continent atteignant la neutralité carbone, avec
un fléchage de l'accompagnement financier que fait l'Union européenne vers différents acteurs, les entreprises, mais également les collectivités territoriales, important sur la question de l'économie bas carbone, que ce soit pour produire de l'énergie renouvelable, mais également pour réduire la demande, l'efficacité énergétique, etc. Donc ça, il y avait déjà cette volonté politique forte, avec un fléchage financier qui, d'après moi, a été augmenté avec la question de la relance économique. Et là, il y a des centaines de milliards d'euros qui doivent aller via les États membres vers des acteurs de terrain qui vont pouvoir présenter des projets. Et donc, même si la crise a impacté ces capacités, je pense que dans les prochains mois, il y a une opportunité, au moins dans un contexte européen, pour que les collectivités, les villes puissent lancer des projets, que ce soit de rénovation de leurs bâtiments et du bâtiment résidentiel, et également se lançant dans la production d'énergie renouvelable. Ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, et c'était déjà le cas avant le Covid, c'est que très souvent, les villes et les régions manquent de capacité humaine et de savoir-faire pour monter ces projets-là. Donc, ce n'est pas tant un manque de ressources financières, mais un manque de capacité pour présenter des projets qui, après, puissent être financés. Donc, Energy Cities, et via la Convention des maires, nous, on travaille à deux choses. À s'assurer que les règles législatives et autres ne soient pas trop contraignantes et permettent aux villes d'innover, parce qu'encore une fois, ça suppose de l'innovation technique, mais beaucoup de gouvernance pour pouvoir mettre en place ces projets-là. On souhaite que l'argent aille au bon endroit. Ce plan de relance, il y a également des discussions pour relancer des gros secteurs comme l'aviation ou autres dans tous les pays, donc, et qui ne seraient vraiment pas bons pour le climat. Donc il faut qu'ils aillent au bon endroit. Et nous, on prône une relance verte et locale, et pas des gros secteurs industriels. La dimension locale est très importante pour nous dans cette question de relance, pour relancer les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises. Et pour ça, un accompagnement avec des outils qui existent déjà au niveau européen qu'il faut augmenter, qui sont des outils d'accompagnement, d'assistance technique. Alors, pour les quelques-uns d'Europe qui connaissent les projets comme Elena ou la récente facilité pour les villes qui a été lancée, et donc qui souhaitent vraiment accompagner les acteurs locaux à monter des projets que après des investisseurs seraient prêts à financer, dans la mesure où, comme le disaient les présentateurs précédents, il y a quand même une volonté des investisseurs de se lancer vers des projets de transition énergétique. Merci Frédéric. Oui, donc un gros enjeu de ce plan de relance, c'est pas de plus déstabiliser encore plus les villes d'un point de vue financier, et surtout en fait, oui, de compétences et de soutien d'ingénierie en fait des villes. Je vais passer un peu à un deuxième cycle de questions qui va revenir un peu plus en détail sur la stratégie de ces acteurs. Mathieu Ozano, alors on sait que les usages du pétrole et du gaz d'un côté et de l'autre ceux de l'électricité ne sont pas forcément si substituables. Vous avez rappelé aussi avec raison, c'est pourquoi aussi la baisse des investissements peut aussi provoquer certains problèmes en termes de sécurité énergétique. Du coup, j'aurais voulu vous demander aussi comment percevez-vous les premiers signes de cette réorientation des compagnies du pétrole et gaz vers le marché de l'électricité qui semble s'accélérer aujourd'hui en 2020. Et est-ce qu'on assiste à une simple diversification de leur activité qui sera limitée par les besoins des usages, ou on pourrait aller plus loin, peut-on aller plus loin aussi, puisque certaines d'entre elles disent vouloir s'aligner sur l'accord de Paris? Je pense qu'à date, si on prend l'exemple de Total, qui est sans doute le plus significatif pour nous en France, on assiste essentiellement à une diversification des activités. Si vous regardez la production pétrolière de Total, ce que Total vend comme pétrole brut, ça ne bouge pas. Total ne sort pas du pétrole. Ce qui est intéressant par rapport à la première question qui était celle des investissements, c'est de constater que si Total parvient à maintenir sa production de pétrole, même si ça n'a pas une part très importante dans la communication, voire ça a une part nulle, absolument nulle dans la communication de Total aujourd'hui, de fait,
la production d'huile de Total est maintenue, mais elle s'est maintenue grâce à des rachats d'actifs. À isopérimètre, la production de Total n'a fait que décroître, ce qui est à nouveau un symptôme de ces problématiques de renouvellement de la production. Donc, Total, c'est avant de commencer à communiquer sur Direct Energy et sa volonté de devenir un énergéticien, au cours de la première partie des années 2010, Total a profité d'un chiffre d'affaires absolument faramineux du fait des prix du baril qui était à plus de $100 pour acheter des actifs. Voilà, donc ils se sont refait la cerise, en quelque sorte, pour compenser le déclin de leurs puits en mer du Nord, au Gabon, en Indonésie, dans toutes zones qui sont matures, qui sont vouées à un déclin. Donc voilà. Donc la production d'huile de pétrole, la production de pétrole de Total est maintenue, et à côté de ça, ils achètent des actifs, ils développent des activités d'énergéticiens au sens large, mais dont il faut dire que pour l'instant, elles ne constituent qu'une part très faible du chiffre d'affaires de Total. Et que pour ce qui est de leur activité de fourniture, ils n'ont pas de production, ce sont des brokers d'électricité. Ils rachètent l'électricité en gros, ils la revendent à des individus. Sur ce qui est de ce qu'ils fournissent réellement comme énergie, c'est un petit peu un secret de polichinelle qu'ils achètent beaucoup d'énergie nucléaire, par la force des choses, puisqu'ils l'achètent essentiellement à EDF, en tout cas sur ce qu'ils vendent en France. Donc, il y a une volonté de la part, alors qu'on constate également ce qui est très intéressante, de la part des grands pétroliers occidentaux, historiques, en tout cas européens, je pense à Total, effectivement, à BP et à Shell, de faire évoluer leur modèle d'affaires. De là à dire que ces compagnies sont engagées dans une décarbonation de leur activité, loin s'en faut. Très bien, merci. Je viens de voir qu'Alain Mestre a pu aussi nous rejoindre. Donc, excusez-moi, je vais pouvoir aussi lui poser du coup quelques questions. Peut-être revenir avec lui aussi sur l'impact aussi de la crise très brièvement. Puisque vous travaillez dans beaucoup de territoires européens en transition, est-ce que la crise en 2020 a eu des impacts sur leurs actions ou la mise en œuvre de leur transition? Et puis après, je vous inviterai dans le second temps de réagir aux propos de Mathieu Ozano. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous m'entendez? Oui. Donc, oui, donc je n'ai pas suivi là, le débat, excusez-moi, j'ai eu des problèmes de connexion. Ce qu'on peut dire, donc, en 2020, oui, on peut dire que ça a accentué une tendance. Alors, concernant déjà l'Europe, oui, il faut voir quand même, et je crois que vous l'avez montré dans vos documents, en 2019, déjà, il y a une évolution, surtout l'Europe, mais aussi les États-Unis, malgré la politique fédérale de Trump. Aux États-Unis, il y a eu, comme en Europe, une réduction assez forte, moins forte qu'en Europe, mais quand même aux États-Unis, un déclassement de pas mal de parcs de centrales charbon pour des raisons aussi de régulation, parce que chaque État est autonome aux États-Unis au niveau de sa politique énergétique, et notamment en termes de politique en matière de parcs de centrales. Et en Europe, ce qui est très clair, c'est que déjà en 2019, pour la première fois d'ailleurs, depuis plusieurs années, il y a eu une forte réduction avec des déclassements de centrales charbon. Alors bien sûr, dans des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, un pays aussi qu'on oublie, qui était très majoritaire il y a encore 10 ans au niveau de son mix en faveur du charbon, c'est le Danemark. Le Danemark est passé de 60% de mix charbon à aujourd'hui, c'est tombé à 20-22%. Et ça, bien sûr, en faveur d'une augmentation considérable des investissements dans le renouvelable. Et donc en 2019, déjà, il y a eu, en gros, ça c'est les chiffres à la fois de l'AIE et puis de Enerdata, 19% de baisse de production d'électricité de sources charbonnières en Europe, 2019 déjà. Et ça s'est accentué, bien sûr, en 2020, même en Pologne. Quand vous regardez le mix, on dit, oui, la Pologne
est le pays de très loin le plus charbonnier au niveau de son mix, il passe de 2 à 12% de renouvelables en Pologne. Hein. Donc, ça veut dire que même un pays comme la Pologne, avec bien sûr le soutien des fonds européens, Je pense que nous avons perdu Monsieur Mestre. Du coup, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, ben, je vais passer. Nous, on vous entend bien, hein, là, il n'y a pas de problème. D'accord, Mais super. effectivement, Bah, écoutez, je vais passer, alors je vais rebondir sur les propos de Mathieu Ozano, puisque là, on a parlé aussi de la réorientation des compagnies de pétrole et gaz. Et je voulais aborder un dernier thème avec Jean-Yves Grandidier et Frédéric Boyer, puisque la décarbonation, donc c'est une chose, et on reproche régulièrement aux renouvelables, comme peut-être pas à juste titre, comme l'a rappelé Jean-Yves Grandidier, de s'additionner aux capacités existantes de charbon ou de gaz. Également, ce matin, l'AIE vient d'annoncer que l'efficacité énergétique était au plus bas cette année depuis 10 ans. Donc, j'aimerais aborder un peu avec vous la question de la maîtrise de l'énergie et puis le lien avec la production d'énergie. Frédéric Boyer, comment les collectivités peuvent allier production de renouvelables et maîtrise de la demande? Et de votre perspective, comment on peut accompagner ou assurer que les collectivités, pour lesquelles les renouvelables bénéficient d'un engouement certain auprès des élus, soient suivies d'actions de la maîtrise de la demande? Alors, je pense que, encore une fois, un maire ou un responsable politique local doit répondre aux besoins de ses citoyens. Et parmi ça, il y a des questions évidentes de mobilité, de précarité énergétique, même dans un contexte européen, que la crise du Covid a forcément énormément accentué, qui suppose que les pouvoirs locaux développent des politiques d'une transition avec, et c'est d'ailleurs une approche systémique pour cette transition écologique, énergétique et climatique. C'est pas la question du climat qui pousse ces politiques, c'est d'autres éléments comme les co-bénéfices que ce genre d'actions peuvent avoir sur la qualité de l'air, les déplacements, la mobilité, etc. Donc, ce qu'on peut voir au niveau de la Convention des maires en Europe, c'est que beaucoup la priorité va sur la réduction de la demande dans les bâtiments, bien évidemment, et dans la mobilité, avant de s'attaquer à la question de la production d'énergie renouvelable, qui est beaucoup plus complexe dans un contexte urbain, avec après des stratégies urbain-rurales, comme le fait Paris ou comme le font d'autres grandes villes, pour aller trouver des sources de production d'énergie renouvelable aux alentours de l'espace urbain. Dans le milieu urbain, à part produire un tout petit peu d'électricité sur des toits, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Alors vous avez mentionné les PPA avant, donc il y a différentes approches après pour aller installer des infrastructures, mais c'est vrai que au moins dans un contexte européen, encore une fois, la question de la réduction de la demande par la rénovation des bâtiments reste très importante. C'est pour ça que l'Union européenne lance une grande initiative sur une vague de rénovation qu'elle souhaite avoir, parce qu'elle voit que l'ensemble des acteurs privés, publics, sur la question de la rénovation et de l'efficacité énergétique est très en retard. Et donc, on a du mal à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés il y a très longtemps, et alors que c'est des politiques qui sont relativement évidentes en termes de sobriété, au moins sur la question des bâtiments et du transport. Après, on peut avoir le même objectif sur les émissions indirectes et donc toute la consommation entraînée par de consommation quotidienne de produits, qui est beaucoup plus complexe et qui n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Mais vraiment, au niveau des collectivités, on voit d'abord un focus sur la question de la maîtrise de la demande et puis après une production d'énergie locale et renouvelable. Ce qu'il est important de rappeler aussi, c'est la part qu'occupe le chauffage des bâtiments ou tout ce qui est heating and cooling, en particulier dans nos pays, qui est bien plus important que la demande en électricité au niveau des consommations et des émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est pour ça que ça justifie cet investissement important dans la rénovation des bâtiments. Et après, dans des politiques au niveau local,
de création de systèmes collectifs de production d'énergie ou de rénovation de ces systèmes quand ils existaient. C'est le cas dans beaucoup de pays qui ont rejoint l'Union européenne plus tardivement, dans l'Europe de l'Est, où là, il y a énormément d'intérêt à investir dans la rénovation, d'accoler des systèmes d'énergie renouvelable, que ce soit la biomasse ou autre, à ces systèmes de distribution de chaleur pour régler le problème, s'occuper du problème du changement climatique, de la précarité énergétique et en même temps du confort des habitants dans leur bâtiment. Je pense que cette question du chauffage, peut-être, je reviendrai avec vous juste après, Alain Mess, pour finir notre intervention. Peut-être que Jean-Yves Grandidier pourrait rebondir directement et nous expliquer comment l'activité d'un producteur de renouvelables peut aussi s'allier avec des actions de maîtrise de l'énergie ou de réduction de la précarité énergétique. Oui, alors effectivement, en prolongement de ce que dit M. Boyer, là, effectivement, il y a besoin de faire des actions d'économie d'énergie et en particulier d'isolation des logements, de réduire nos consommations énergétiques, en particulier pour ce qui concerne le secteur électrique. Il faut savoir que la France est quand même un pays qui est extrêmement électrosensible, hein, et donc on a plutôt thermosensible, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de l'appel de puissance sur le réseau dès qu'il fait en dessous de zéro, qui est beaucoup plus importante qu'ailleurs en Europe, puisque avec 17% des habitants européens, on représente la moitié de la thermosensibilité européenne. Donc là, il y a effectivement il y a besoin d'isoler les logements, et à commencer par les logements qui sont justement chauffés à l'électricité pour réduire cette thermosensibilité, mais aussi les logements qui sont de manière plus générale. Et ce qu'il faut voir au-delà de ça, c'est qu'il va falloir aussi préparer nos concitoyens dans les actions de rénovation à pouvoir leur permettre de consommer l'électricité au moment où elle coûte moins cher. Et de ce point de vue-là, en particulier, ce qu'il faut constater, c'est que deux choses. D'une part, dans un mix électrique qui va être très largement renouvelable dans le futur, il sera composé principalement d'éolien et de solaire, au moins en Europe. Et donc, c'est ce que disent l'ADEME, c'est ce que disent aussi les études allemandes du Combitraf Vert 2. Voilà, il y aura une majorité de ces deux énergies parce que c'est elles qui ont les plus grands potentiels, et aujourd'hui, c'est elles qui sont les moyens de produire de l'énergie électrique les moins chers. Et donc, par contre, comme elles ont des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs de Sharp, qui sont plus faibles que les énergies pilotables aujourd'hui, hein, ça veut dire qu'il va falloir des capacités installées 3 fois plus importantes pour arriver à ce qu'elles fassent à peu près 70 ou 80% du mix électrique. Et donc, il y aura beaucoup de moments dans l'année où on aura des surplus de production par rapport aux besoins, et quelques moments où effectivement il faudra avoir de la pointe, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ces surplus de production fait que, comme elles ont un coût marginal, on n'aura pas besoin d'autres énergies, et comme leur coût marginal est faible, on aura des prix d'électricité qui seront très faibles à ces moments-là. Et donc il va falloir effectivement, c'est la deuxième constatation, c'est que 70% de la consommation électrique sont soit décalables dans le temps, soit stockables dans les usages. Et il va falloir qu'à côté des isolations qu'on va faire dans nos logements, on équipe de moyens de consommer, et en particulier de moyens de chauffage de l'habitat et de l'eau, de moyens qui permettent de stocker dans les usages. Le chauffe-eau d'eau, le ballon d'eau chaude électrique étant un très bon usage, et va permettre effectivement et permettra à nos concitoyens de pouvoir s'approvisionner et à arriver à régler une grosse partie de leurs besoins en électricité à des moments où l'électricité sera très peu chère, et donc finalement de les rendre plus résilients par rapport effectivement à ces consommations, et donc peut-être aussi de sortir ces personnes-là de la précarité. Et là, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Frédéric Boyer et d'Energy City. Il va falloir en particulier que dans tout ce qui est réseau de chaleur, eh bien, on aille plutôt faire des réseaux de chaleur qui vont fonctionner avec des systèmes thermodynamiques alimentés, donc la chaleur étant alimentée
par électricité et la source froide dont on va pomper les calories, ben ça va pouvoir être par exemple de l'eau, hein, soit de mer, soit de grands fleuves. Voilà, nous on est en Finlande. Bon, vous avez une ville comme Helsinki qui est dans votre réseau. Eh bien, effectivement, ils veulent se débarrasser de leur centrale au charbon qui faisait de la cogénération et qui faisait de la production d'électricité et en même temps qui alimentait le réseau de chaleur local, hein, pour les 800 000 habitants d'Helsinki, ou pas loin. Eh bien, effectivement, une très bonne solution, ce serait d'alimenter ces besoins de chaleur par des systèmes thermodynamiques qui iraient chercher la chaleur de la source froide dans l'eau, là, à 6 degrés ou 7 degrés en hiver, qui peuvent puiser dans la Baltique qui est juste à côté d'Helsinki. Et ça pourrait être alimenté principalement par des éoliennes, sachant que ce pays est extrêmement bien pourvu en énergie éolienne. Voilà donc, et puis quand il y a un peu moins de vent, eh bien, on stocke dans les usages et peut-être avec des systèmes, des liquides qu'on appelle techniques ou à changement de phase, on stocke à 60-70 degrés les besoins pour pouvoir, effectivement, quand il y a un peu moins de sources renouvelables, pour pouvoir passer ce moment-là. Voilà, c'est un petit peu ça, comme ça, qu'on peut arriver à faire. Donc, il ne faut pas oublier, dans les rénovations, vraiment de permettre aux gens de faire les investissements qui vont leur permettre de profiter des bas prix de l'électricité qu'il va y avoir dans un deuxième temps et qui font que la consommation, en particulier de chauffage, va se faire de plus en plus de manière électrique grâce à des systèmes performants avec de l'énergie qui sera puisée localement, à la fois l'énergie de l'air ou de l'eau, et puis même l'énergie électrique qui sera pour bonne partie autoconsommée à partir de systèmes photovoltaïques qui seront dans les urbanités, éventuellement sur les toitures ou peut-être un petit peu plus loin. Ce qui évitera d'ailleurs aussi des développements importants des réseaux électriques pour transporter ces surplus de production solaire qu'on aura dans quelques années. Et le problème, ça va être que ce sera les heures de nuit, ça deviendra les heures de midi. En fait, c'est les heures où le coût de l'électricité, le prix de l'électricité sur le marché sera très faible, ce sera à midi demain. Ce sera pas, et donc, c'est à ce moment-là qu'on va inciter les gens à consommer de l'électricité pour recharger leur ballon. Et ça tombe bien, c'est le moment où il fait le plus chaud. Donc, quand ce sera système thermodynamique aéro, on aura des COP qui seront à ce moment-là bien meilleurs. Voilà. Effectivement, merci beaucoup de rappeler aussi que oui, voilà, un changement de source invoque aussi un changement d'usage et puis de pratique et un changement de paradigme, effectivement. C'est aussi un changement de paradigme. Vous l'avez très bien exposé. Merci beaucoup. Je vais pouvoir redonner la parole à Alain Mess qui nous a rejoint pour finir son propos sur aussi les territoires sur lesquels il intervient en Europe et leur impact sur la crise. Et puis j'en profite pour lui poser la seconde question sur les réorientations dont on a parlé sur des entreprises du pétrole et gaz et ces changements même, et c'est les fermetures de centrales à charbon par exemple, ont créé et vont créer des plans massifs, des plans sociaux massifs comme nous l'avons cité. C'était déjà le cas en Europe dans pas mal de pays comme en Allemagne. Et du coup, ma question, c'est de savoir comment ces entreprises ont ou peuvent gérer la transition en termes d'emploi. Oui, donc, excusez-moi, là, je sais pas, j'ai un problème. Aucun problème, allez-y. Alors, oui, donc, je finissais mon argument. Il ne faut pas oublier que 28% des émissions de CO2 en Europe, c'est le charbon. Même si ça a beaucoup baissé de 10 points en une dizaine d'années. Et que sur le plan, effectivement, à la fois économique et social, effectivement. Oh là là. Je suis coupé encore, là? Non, ça va, allez-y. Ah bon, d'accord, je pensais que. Je vais à écran noir. Oui, donc il ne faut pas se leurrer. Hein, ça peut provoquer des graves conflits sociaux, des déstabilisations politiques. On l'a vu encore il y a quelques années en Roumanie, et aussi en Tchéquie, et tout particulièrement, bien sûr, en Pologne. Mais regardez en France. Pourtant, on n'a que le charbon, on n'a que 4 centrales. Regardez les problèmes sociaux que ça pose de fermer à Gardanne la centrale charbon, à Cordemais, idem pour fermer cette centrale, sans compter en Lorraine, Saint-Avold. Et donc la question, c'est
bien sûr, il faut absolument, parce que bon, le charbon est passé de 43% à 40% en 10 ans au niveau mondial, au niveau du mix électrique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une baisse quand même assez forte, rien qu'en 2019, de 19% dans l'Union européenne des capacités de production d'électricité à partir de charbon. Mais il faut voir les conséquences que ça a au niveau, des territoires. Je prendrai 2 exemples. Alors, bien entendu, nous, on a travaillé au niveau européen avec la Confédération européenne des syndicats, mais aussi au niveau du dialogue social sectoriel européen. Il y a eu du nouveau, c'est qu'il y a 3 ans, donc a été créée une plateforme européenne des régions charbonnières en transition. On espère que cette plateforme va, avec le plan de relance européen et avec bien sûr le pacte vert européen, avec tout ce qu'on appelle le mécanisme de transition juste, qui est doté de 40 milliards d'euros pour l'instant, favoriser tous ces projets de reconversion dans ces régions charbonnières en transition. C'est encore 200 000 travailleurs qu'il faut reconvertir. Et vous avez raison, un des défis, c'est comment on reconvertit ces régions qui, juste depuis des décennies, ont fait vivre des centaines de milliers de travailleurs, qu'il faut le dire, c'est les seules filières énergétiques en Europe où les travailleurs ont des, entre guillemets, bien sûr, avec des conditions de travail qui sont difficiles, mais qui ont des statuts, qui ont les salaires les plus élevés, qui ont les qualifications les plus élevées des filières énergétiques, et surtout qui ont, je vous passe les détails sur les systèmes de prévoyance, de systèmes de protection sociale dans ces filières. Et c'est pour ça que ces travailleurs résistent, évidemment, quand on leur dit il faut absolument fermer vos centrales charbon. Alors, évidemment, quand vous prenez une région, la Silésie, actuellement, depuis une décennie, ça se passe plutôt bien, dans la mesure où il y a des fonds européens très importants. Le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, sans compter la Banque européenne d'investissement, qui, bien sûr, y compris dans un pays dans une région comme la Silésie, favorise et finance des projets d'énergie renouvelable. Même un pays comme la Pologne. Mais ça pose quand même des questions sur, évidemment, c'est bien beau de dire, allez, on va vous mettre en pré-retraite, on va faire des dispositifs pour, en termes de système d'indemnisation au chômage, etc. Mais un des défis, bien sûr, c'est de reconvertir, surtout quand vous avez des gens qui ne sont pas âgés, qui ont 30, 40 ans. Le défi, c'est comment mettre en place des dispositifs et des outils. Nous, on appelle ça en France les dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et donc, pour tenter donc, de les reconvertir par des programmes de reconversion, d'accompagnement aussi en termes, bien sûr, de nouveaux parcours professionnels par des formations innovantes. Et donc, l'enjeu, bien entendu, c'est comment on pourrait, alors que les emplois ne sont pas substituables, d'une filière comme charbon vers des filières des énergies renouvelables. Ça demande aussi beaucoup d'innovation sur le plan de pédagogie, sur le plan de la formation professionnelle, pour, bien sûr, assurer ces conversions de filières dans un même territoire, comme dans des territoires qui ont vécu pendant des décennies avec la filière charbon. Donc, alors, il y a eu des expériences réussies. L'expérience la plus réussie en Europe au niveau d'un territoire, c'est la Ruhr. La Ruhr, depuis les années 80 et surtout les années 90, et aujourd'hui, donc, il bénéficie à la fois des fonds au niveau du Land, mais aussi bien sûr des fonds européens. D'ailleurs, l'Allemagne, dans le cadre du plan du pacte vert européen, va encore bénéficier du fameux fonds européen de transition juste pour assurer la reconversion des travailleurs dans ces régions charbonnières, qui est un sujet quand même très sensible en Allemagne. Il y a encore près de 100 000 travailleurs qui travaillent dans ces filières charbon, de la R&D, l'ingénierie, jusqu'à bien sûr la maintenance et l'exploitation des centrales charbon. Avec, vous avez vu, un objectif qu'ils ont difficilement fixé à 2038 pour la fin du parc des centrales charbon en Allemagne. Mais c'est vrai que c'est le pays qui a été le plus loin dans la reconversion de ces travailleurs de ces régions où les centrales charbon et les mines, que ce soit les mines de houille ou lignite, faisaient vivre des dizaines de milliers de travailleurs. Et actuellement, ils mènent des projets de reconversion très intéressants.
y compris en innovant pour reconvertir ces travailleurs de ces régions charbonnières en transition vers des métiers. Alors, ça peut être, bien sûr, y compris vers des métiers liés aux énergies renouvelables, mais comme vous l'avez dit, ils ont mené des plans en Allemagne très ambitieux en termes de rénovation énergétique des logements. Et justement, l'enjeu, c'est aussi de reconvertir ces travailleurs sans qu'ils soient pénalisés en termes de statut, de salaire sans compter tous les avantages annexes, type prévoyance, mutuelle, etc., dans ces nouvelles filières, que ce soit énergie renouvelable, rénovation énergétique des logements, sans compter, bon, bien entendu, en Allemagne, ils se lancent à fond sur l'hydrogène. Voilà. Donc ça, c'est un vrai défi. C'est à partir du moment où, dans des bassins d'emploi, on est en capacité de développer de nouvelles activités, comment on définit des outils passerelles? Parce que c'est ça l'enjeu. Une fois qu'on a les financements, comme on va les avoir de plus en plus avec les mécanismes européens de transition juste, rien que la France va toucher 4 milliards dans le cadre du Fonds européen de transition juste. Donc, qui vont bénéficier, par exemple, ça c'est un vrai laboratoire pour la France, c'est comment on reconvertit ces bassins d'emploi des 4 centrales charbon qu'il va falloir fermer, où le président Macron s'est engagé avant 2022 de fermer ces centrales charbon en France. Ça, c'est un véritable laboratoire. Il faut les réussir parce que actuellement, ce n'est pas encore gagné. Regardez les conflits sociaux qu'il y a à Gardanne ou à Cordemais, voire même Saint-Avold, même si, bien sûr, ça pèse que 3% du mix français. Mais au niveau de ces bassins d'emploi, c'est des enjeux très importants. Hein. Vous allez discuter avec le maire de Gardanne, va vous expliquer que lui, si la centrale charbon ferme, ça va être bien sûr non seulement des activités, des emplois, mais aussi tous les emplois induits, pas seulement les sous-traitants, mais aussi y compris les commerçants, etc. Donc pour lui, c'est un enjeu considérable. Quel dispositif d'accompagnement de la fermeture de la centrale charbon à Gardanne? C'est très chaud actuellement. Hein. Donc voilà. Et je ne parle même pas de Cordemais. Pourquoi Cordemais, c'est quand même dans les Pays de Loire, mais n'empêche que autour de Cordemais, il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a que la centrale. Donc, c'est pour ça que, alors, bien sûr, les syndicats de la centrale de Cordemais demandent une reconversion vers la biomasse de leur centrale pour éviter la fermeture. C'est en cours de négociation avec le gouvernement. Mais ils appellent ça éco-combuste. Bon, alors après, la question, on peut débattre. Hein. Est-ce qu'il faut ou non reconvertir une centrale charbon en centrale biomasse en termes d'impact sur les gaz à effet de serre? Est-ce que c'est pertinent ou non? Mais au-delà de ça, il faut absolument, parce que sinon, on risque d'avoir, alors rien qu'en France, des conflits sociaux qui se résument à 4 villes, ça va. Mais quand vous allez dans d'autres pays européens où des régions entières, c'est un véritable défi parce qu'il faut gérer quand même ces conflits. Oui, là, vous montrez qu'on aura beau valoriser toute l'action des collectivités. Donc, pour finir, l'appui de l'État des financements ad hoc, mais surtout, il faut innover, y compris sur les dispositifs et les outils de gestion prévisionnelle des emplois des compétences. Justement, moi, j'ai été dans le groupe de suivi des experts de la Convention citoyenne climat. La Convention citoyenne climat a revendiqué plusieurs propositions en ce sens, et notamment que les 15 milliards du programme d'investissement de compétences de 1 milliard d'euros aillent au moins de moitié vers des métiers verts et verdissants. Bon, actuellement, on en est donc, et ça veut dire 100 000 travailleurs en reconversion par an. On en est péniblement à 8 000 hein, sur le programme d'investissement des compétences dédié. C'est un indicateur à suivre. Donc, on en est loin de l'objectif que définit la Convention citoyenne climat, parce que déjà sur les aspects reconversion et de gestion prévisionnelle des emplois des compétences, qu'on aille vers des métiers verts et verdissants en matière de reconversion. Ça, c'est un défi considérable, parce que là, on ne peut pas dire, voilà, on a un budget qui est alloué, qui est le PIC, le programme d'investissement des compétences. Alors après, par exemple, dans le cadre du décret programme PPE, le programmation pluriannuelle de l'énergie, il est prévu effectivement qu'il y ait des dispositifs type
CV de site. Nous, on avait mis en place un dispositif dans l'Île-de-France qui s'appelle ESECLI, qui est en gros un outil de GPEC dédié secteur et territoire pour effectivement construire des outils passerelles entre les secteurs déclinants et les secteurs et donc les collectivités qui vont bénéficier du développement de ces activités émergentes. Mais ce n'est pas le tout. C'est comment on construit des outils passerelles pour que des travailleurs qui sont dans des activités dites déclinantes ou perdantes puissent bénéficier donc de ces outils passerelles pour être reconvertis dans les secteurs et les territoires qui sont dits gagnants à moyen et long terme. Et donc, voilà, donc pour finir, la proposition qu'a faite la Convention citoyenne climat s'est appuyée, y compris sur des rapports type le rapport Parisot, qui était le volet, en gros, emploi compétences du décret PPE, pour assurer toute cette transition dite juste. La transition juste, faut le rappeler, ce n'est pas simplement un concept, c'est aussi une véritable stratégie qui est intégrée dans l'accord de Paris. Il faut le rappeler, dans l'accord de Paris, il y a la transition juste. Et au niveau européen, il y a, dans le cadre du plan de relance et du pacte vert européen, il y a les mécanismes dits de transition juste. Et donc, ce n'est pas seulement derrière des financements à mettre en place, c'est aussi d'inventer et de mettre en œuvre ces nouveaux dispositifs et outils innovants. Il faudra qu'ils soient innovants, à la fois sur le plan pédagogique, éducation, formation, mais aussi sur le plan purement innovation sociale. Et ça, c'est un tas de défis. Sinon, vous aurez des résistances fortes pour assurer ces transitions énergétiques bas carbone. C'est en tout cas, l'enseignement qu'on retiendra de votre intervention. Voilà, c'est un fort accompagnement financier, mais également en termes de dispositifs, vous en avez exposé pas mal. Je pense que là, vous avez vraiment fait le tour de la question sur les enjeux socio-économiques de la réinsertion des employés. Je vois qu'il y a aussi quelques questions sur l'accès à l'électricité. Donc là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des défis européens, même en termes de processus de marché, de reconversion des entreprises, ou voilà, tous les enjeux liés à la transition juste dans les pays européens. Effectivement, la question de l'accès à l'électricité dans les pays en développement est une question qui mériterait un second atelier, et sur aussi comment l'Union européenne, dans ses politiques internationales, pourrait aussi favoriser cet accès, réorientation des investissements privés et l'aide au développement. Je réponds aussi ainsi directement à la question de Marie-Noëlle Reboulet. Mais je vais devoir conclure la session. Je vous remercie tous. Je vous remercie les intervenants pour vos contributions et puis pour vos interventions et vos réponses aux questions. J'aimerais remercier très brièvement nos partenaires qui nous soutiennent dans notre travail. Voilà, donc public comme privé. Et si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à nous recontacter directement par mail, et on pourra vous mettre en contact avec l'un des 4 intervenants aujourd'hui. Je vous remercie. Je m'excuse pour les petits soucis de connexion qu'ont pu avoir les uns et les autres. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.